Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de marketing par le contenu, de content marketing, et je vais vous présenter 8 stratégies de content marketing à appliquer dans les médias sociaux pour booster vraiment votre visibilité. En fait, c'est simple, hein, sur les médias sociaux, on peut vraiment publier plein de trucs, mais pour que ça marche, c'est pas forcément évident. Alors, pour qu'il y ait une bonne viralité, vraiment, c'est important d'avoir de l'engagement et d'avoir une grosse communauté. C'est vrai que, comme on dit, hein, c'est pas la taille qui compte, mais c'est la manière de s'en servir. Et ben, c'est un petit peu pareil. Quelqu'un qui est vraiment en phase avec sa cible, qui publie du contenu intéressant, original, etc., aura un beau taux d'engagement, aura beaucoup de viralité et aura beaucoup de partage. Et c'est en vrai vraiment ça qu'il faut soigner. Donc produire du contenu qui va faire vibrer votre communauté. Et c'est vraiment important, cet aspect vibrer, ça va résonner en eux. Ils vont se dire, oh putain, mais c'est exactement ce que je pense, mais oh, c'est un truc que j'ai déjà vécu. C'est vraiment, il faut c'est vraiment là-dessus, ils doivent se reconnaître là-dedans. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir son persona, et j'y reviendrai tout à l'heure, son persona, son client type, et savoir quelles sont ses problématiques, ses problèmes, d'où il vient, etc. Il faut que ça vraiment que ça les amuse, que ça les fasse rêver, qu'ils aient envie d'en faire profiter les autres et qu'ils se retrouvent là-dedans. Donc c'est comme ça que vous allez véritablement faire en sorte que les gens vont se dire waouh, t'es un exemple pour moi, ce que tu lis me fait rêver, ou des choses comme ça. C'est pour ça en fait d'ailleurs que vous avez pas mal en fait de gens qui sont sur Instagram ou même Facebook, etc., qui publient souvent un petit peu des photos d'eux dans des coins de rêve, par exemple au bord de la piscine, dans un hôtel, au resto, machin, parce que tout simplement, ça permet d'inspirer les gens. Et ça j'y reviendrai juste après, mais montrer un petit peu ce côté caché. Hein, de votre business, c'est ça. Par exemple, moi, sur Instagram, j'essaie vachement de poster des images de moi, mais un peu, je dirais pas privé, mais un petit peu pour montrer les coulisses. Alors après, bien sûr, je mets en avant également mon bouquin, je mets en avant des séminaires, je mets en avant des petites, je viendrai tout à l'heure d'ailleurs, des citations, des choses comme ça. Mais souvent, on se dit que, moi, je me dis que Instagram est là un petit peu pour donner envie, montrer la personnalité, montrer les coulisses. C'est quelque chose qui va un petit peu faire en sorte que les gens soient proches de vous. D'ailleurs, tiens, ici, un petit truc à faire, c'est éviter ce mot petit. Là, petit, essayer, je vais faire en sorte que, etc. En fait, là, je suis en train de lire un bouquin qui est vachement intéressant, qui s'appelle Embrasser le crapaud. J'avais lu avant le bouquin qui s'appelait Aval les crapauds, et c'est vrai que dans ce bouquin que j'écoute en audio, il y a quelques beaux conseils, comme dire d'essayer de penser positif et pas de dire petit, essayer, etc. Mais je vais le faire, je m'y mets tout de suite, c'est un challenge, c'est un défi, blablabla. Bon, j'y reviendrai plus tard, je pense que vous ferez un petit résumé. Bon, pour revenir à ça, donc voilà, il faut du contenu qui fait vibrer. Donc d'un côté, vous avez du contenu plutôt texte, comme cette vidéo, comme les articles de blog, etc. Et vous avez des contenus qui marchent très très bien sur les médias sociaux, et j'y reviendrai après, comme par exemple les stories ou des choses comme ça. Voilà. Donc l'important, comme je le disais, c'est un article qui résonne. Par exemple, là je vous ai mis un article que j'ai publié sur LinkedIn sur les slashers, et c'est vrai que j'ai eu tout de suite des commentaires de personnes qui disaient ouais, c'est exactement ça, moi aussi j'ai été slasher avant, etc., etc. Et donc c'est crucial comme ça d'avoir du contenu qui va faire réagir les gens. Donc dites-vous à chaque fois que vous allez publier un contenu, mais est-ce que c'est en phase avec mon lecteur, mon client type? Voilà. Au-delà du contenu, comme je dis, c'est vraiment ça qui sera une clé. En fait, c'est très 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 important aussi de soigner la forme. Parce qu'en fait, c'est bien d'écrire du contenu intéressant, mais c'est mieux encore d'écrire du contenu qui va être facilement lisible et partagé. On dit toujours une image vaut 1000 mots, et bien sur les médias sociaux, c'est encore plus vrai. Si vous faites un pavé de 1000 mots, les gens vont pas le lire. Par contre, si vous faites une image un petit peu drôle, un petit peu originale, si vous comment dire, si vous faites un truc qui vous montre en photo, qui vous met en situation, et ben là tout de suite en fait, les gens vont plus le voir déjà, parce que dans le flux de données qu'il y a, les gens lisent de plus en plus, regardent de plus en plus en fait les images et de moins en moins les textes, donc vous serez beaucoup plus vu. Donc en particulier si vous êtes sur Instagram où il y a vraiment
comment dire, une prédominance de la vidéo et très très peu de texte. De toute façon, vous ne pouvez pas publier de texte d'ailleurs. Et même sur Facebook, hein, si vous voulez être très visible, il faut mieux mettre des images, c'est beaucoup plus engageant. Et puis ensuite, les images peuvent faire passer de l'émotion. Ça donne envie d'en savoir plus. Et surtout, en fait, on voit bien que les nouvelles générations veulent du snack content, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont sur leur flux. Moi, je les vois hein, sur leur Instagram à regarder deux trois photos, et puis hop, ils zappent, et puis ils reprennent deux trois photos, et puis voilà. Donc en fait, il faut des contenus qui soient simples à digérer. Alors, j'ai lu un bouquin il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est Getty Images en fait qu'il a réalisé et qui explique pourquoi aussi l'image c'est vraiment intéressant. Parce que tout simplement, une personne retient 80% de ce qu'elle voit et seulement 20% de ce qu'elle lit. Donc montrer une image va permettre en fait d'avoir une meilleure mémorisation, de faire passer d'émotions et tout simplement de faire en sorte que la personne comprenne mieux tout de suite le message. C'est pour ça que généralement, lorsque vous faites une présentation PowerPoint, vous mettez toujours une grosse image et un petit texte. La grosse image va être beaucoup plus facilement mémorisée. Voilà. Et ensuite, on voit bien que l'être humain aussi est conçu pour les images, puisque 65% des gens ont une mémoire visuelle. Moi, par exemple, c'est ce qui m'arrive hein, lorsque je suis dans la rue et que je dois me repérer pour passer d'un endroit à l'autre. Qu'est-ce que je fais? Je repère en fait des façades, de boutiques, de machins, et je dis ah ouais c'est ça, ça, ça. Je suis pas à me repérer avec faut tourner à gauche, à droite, il y a le nom de la rue. Non, je regarde en fait les façades des immeubles et grâce à ça en fait j'arrive à me dire ah oui c'est par là, je me souviens, je suis passé par là, etc., etc. Voilà. Et d'ailleurs, faites un petit test. Il y a différents types de mémoire. Vous verrez, c'est assez intéressant. Quand vous faites en fait un digicode, parfois en fait, quand vous avez l'habitude de faire votre propre digicode, vous êtes en train de faire tac 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 tac. Vous le faites de mémoire. En fait, c'est une mémoire vraiment un petit peu automatique. Et si on vous dit, bah tiens, en fait, c'est quoi le digicode de chez toi? Tu dis, attends, mon digicode c'est ta 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 ta. Et en fait, vous allez plutôt vous rappeler où vous mettez le doigt pour appuyer, que vous dire le code c'est ça. Donc en fait la mémoire visuelle est vraiment très 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 importante. Alors pour vous aider en fait justement et vous expliquer mes petits trucs et astuces, hein, les 8 dont je vous ai parlé, je vais d'abord vous faire un petit résumé de bonnes pratiques en fait que j'ai tiré du bouquin de Getty Images qui est assez sympa et qui permet en fait de voir un petit peu les erreurs à ne pas commettre. D'ailleurs, je vous ai mis les propres erreurs que moi j'ai effectuées, j'ai fait un peu de tout. Et ensuite, je vous ai mis les 8 stratégies qui sont vraiment intéressantes et que je vous conseille de copier. Alors donc le bouquin, là, comme je vous disais, qui s'appelle 5 clés de communication pour attirer et retenir l'attention. Donc c'est vraiment un bouquin qui est pas mal, qui va vous permettre en fait d'avoir quelques bases essentielles si vous n'avez pas encore une super stratégie en tout cas de marketing de contenu, si vous voyez que vos contenus génèrent pas beaucoup d'engagement. Voilà, donc en fait, la première chose, en lisant le bouquin, et ça qui est important, c'est se dire que chacune de vos publications doit avoir un objectif précis. En fait, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui se disent, bon allez hop, moi faut que je publie une image, tac, ou je publie une citation, des choses comme ça. Non, il faut pas juste prendre une image drôle que vous aurez trouvée le matin sur Facebook ou sur LinkedIn et le remettre sur Instagram et sur Twitter ou je ne sais quoi. Le but, c'est vraiment d'avoir une ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez vous intéresser aux problématiques de vos prospects, c'est-à-dire leurs besoins, leurs peurs, leurs rêves, leur expérience passée, comment ils fonctionnent, leur motivation. Et en fait que vous disiez, d'accord, je vais par exemple mettre en place, je veux séduire les entrepreneurs et les gens qui veulent se lancer, et tout simplement, ou les startups, je vais rechercher des contenus, faire de la curation, des vidéos, etc. Je vais peut-être par exemple faire de la traduction de citations, de la traduction d'images ou je ne sais quoi. Bref, j'ai fait un certain nombre de séries de contenus qui vont être vraiment qui vont s'adresser vraiment à mon client type. L'erreur classique, c'est vraiment de ne pas avoir défini justement son client type et publier au petit bonheur la chance. Quand vous voyez un truc sympa, tac, vous le publiez. Il faut toujours penser à son client, l'action que l'on veut générer derrière. Est-ce que par exemple, vous voulez que les personnes aillent, je sais pas, télécharger un livre blanc? Est-ce qu'elle doit commander? Est-ce que vous devez obtenir un rendez-vous? Est-ce que c'est pour créer du lien avec eux, etc., etc. Est-ce que c'est pour avoir de l'engagement, c'est-à-dire que les gens vont commenter? Est-ce que c'est pour qu'ils partagent et qu'ils l'envoient à leurs amis? Est-ce que c'est un concours que vous voulez faire? Bref, tous ces éléments-là, vous devez vraiment les prendre en compte, sachant que ça peut évoluer. Par exemple, en fait, vous pouvez aussi dire, tiens, je participe à un salon, j'organise une conférence, je fais une petite enquête sur qu'est-ce que vous pensez, j'hésite entre deux visuels de produits,
Dites-moi un petit peu de quoi je veux parler, enfin, vous voulez que je parle lors de mon prochain web séminaire, quel article de blog à votre avis je devrais faire, est-ce que je réponds à toutes vos questions live sur Facebook ou sur Insta, enfin bref. Donc voilà, vous devez en fait vous dire comment je vais pouvoir créer un petit peu d'engagement là-dessus. Voilà. Euh, Parfois, vous pouvez aussi demander à vos fans simplement de donner un avis. Tiens, pour vous, quel est le meilleur contenu que vous avez vu de la semaine sur mon blog, sur d'autres blogs, sur d'autres vidéos quel est le truc qui vous a bloqué le plus qu'est-ce que vous aimeriez que je partage, etc., etc. En faisant comme ça une interaction et en posant des questions aux gens, bah, mine de rien, vous allez en fait tout simplement les associer à vous et vous dire oh la vache, putain, Fred, déjà, il nous écoute. C'est pas juste quelqu'un qui va pousser, mais c'est quelqu'un en fait aussi qui va s'intéresser à mon petit problème à moi. Voilà. Moi, j'ai déjà fait souvent en fait, c'est faire de l'analyse critique de pages ou de sites internet ou de bouquins ou de stratégies ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de dire, allez, je vais sélectionner au hasard une personne. Dites-moi en fait, je sais pas, l'adresse de votre site internet dans le commentaire et je vous ferai en fait une analyse gratuite pendant 15 minutes. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que les gens ils aiment bien gagner, ils aiment bien jouer avec ce genre de petits trucs en disant ouais, c'est moi qui ai gagné, oh, la prochaine fois j'espère que ça sera moi, etc. etc. Voilà. Donc il ne faut pas juste pousser du contenu, il est vraiment important d'être en interaction avec votre communauté. Par exemple, là, moi ce que j'aimerais bien, c'est si justement vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, des sujets qui vous bloquent, des choses en fait où actuellement vous vous posez des questions, laissez-moi un petit commentaire, hein, que ce soit dans le podcast, que ce soit sur YouTube ou même sur mon blog. Hein. Laissez-moi un petit commentaire, moi ça me fait plaisir d'avoir un petit peu vos news et savoir un petit peu en quoi je peux vous aider. Voilà. Donc c'est ce que j'ai justement dans cet article-là. Il faut vraiment s'intéresser à cette communauté. Et bien sûr, quand vous vous intéressez à une communauté, que vous les aidez, ils sont là pour vous soutenir après quand vous en avez besoin. Le deuxième point, à retenir, c'est surveiller son e-réputation. C'est vraiment important. Moi, j'ai un dossier spécial que vous pourrez consulter. Hein. C'est le dossier spécial comment mesurer, suivre les outils qu'il faut utiliser pour surveiller son e-réputation. C'est vraiment important parce que dès que vous êtes une marque assez importante, dès que vous commencez à être un peu connu, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des trolls, vous allez avoir des haters, vous allez avoir des gens qui parlent de vous parfois de manière pas super délicate. Par exemple, moi, il n'y a pas très longtemps, il y a une personne qui me dit ah Fred, il y a deux gars qui ont parlé de toi dans un séminaire, ils étaient ça et de toi, etc. et de tes produits, blablabla. Je dis tiens, c'est bizarre. Et c'est vrai que je l'avais vu dans l'outil de réputation que j'utilise qui s'appelle mention.com. Et c'est vrai que j'avais pas trop fait gaffe. Et après, avec la remarque que j'ai eue d'un de mes lecteurs, je suis allé faire un petit tour en disant tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis en fait, bon, j'ai répondu, j'ai expliqué deux, trois trucs. Et voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de suivre un peu ce qui se dit de vous, puisqu'en fait, sur Internet, malheureusement, vous maîtrisez pas tout. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, et c'est toujours important de répondre, d'avoir un droit de réponse là-dessus et de surveiller ce qui se passe. Voilà. Surtout si vous êtes une marque connue ou que vous avez un peu de trafic. Voilà. Moi, ce que je vous conseille également, c'est d'aller analyser ce que disent vos concurrents. Moi, je suis un gros fan de SEMrush. Hein. C'est vrai que j'utilise souvent pour aller voir chez mes concurrents quels sont les mots-clés qui génèrent le plus de trafic chez eux. Il y a même un petit outil de monitoring qui permet de savoir les sujets qui buzzent. Et donc c'est assez sympa. Moi je vous conseille vraiment comme ça de faire une petite veille concurrentielle de temps en temps. Souvent ce qu'on fait c'est quand vous avez vous lancez un nouveau projet, un nouveau produit, etc. Vous regardez un petit peu comment sont positionnés les concurrents, vous regardez les articles qui génèrent le plus de trafic chez eux, vous regardez les mots-clés qui génèrent le plus de trafic, et comme ça vous avez pas mal d'idées en fait de contenu à créer. Voilà. Le troisième point en fait c'est de définir des indicateurs pour mesurer les performances de vos contenus, parce que c'est vrai que je me souviens toujours d'une époque il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vraiment les débuts des médias sociaux, et c'est vrai que le but c'était d'avoir des likes, c'était d'avoir des fans et tout ça, et c'était des choses qui étaient un peu à la mode. Et c'est vrai que une fois il y a, je crois que c'est un directeur financier ou quelque chose comme ça qui était intervenu et qui avait dit oui bon c'est bien d'avoir des fans mais des clients c'est mieux, et je suis 100% d'accord avec lui parce que le nombre de likes, de commentaires, c'est ce qu'on appelle des vanity metrics. Hein. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des gens qui commentent, mais ce qui est encore mieux, c'est les gens qui commandent. Et donc, en fait, si vous passez X heures à faire du trafic sur Instagram, à faire du trafic sur Twitter, etc., ça serait quand même pas mal de voir si ça génère des ventes. Si ça génère rien, soit vous vous y prenez mal, soit en fait, il faut revoir votre stratégie, tout simplement.
Voilà. Vérifiez aussi une chose qui est intéressante, c'est d'où vient votre contenu. Par exemple, j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps avec Fabien de PixGeek, et donc en fait, on était en train de discuter, puis il me disait ouais, X% de son trafic venait du mobile. Moi j'ai dit X%, c'est un montant qui était très important, et c'est vrai que je dis attends, je vais vérifier, je suis très très loin de ça. Et moi je suis plutôt à 50-50, parce que comme je suis plutôt sur le domaine du marketing plutôt prof, et bien tout simplement, les gens ils sont plutôt devant leur PC, devant leur ordinateur, ils prennent le temps de lire un article, etc. etc. Donc on n'a pas du tout la même clientèle, le même objectif. Lui c'est de la news, c'est de l'actu. Les gens ils sont sur leur mobile, ils regardent. Moi ils sont plutôt en train de rechercher de l'information et avoir du conseil. Voilà. Donc c'est intéressant quand même de savoir ça parce que si votre audience est majoritairement mobile, va falloir quand même optimiser les contenus, optimiser un petit peu les call to action, limiter les pop-up et tout ça quoi. Voilà. L'autre point également, c'est sélectionner les réseaux sociaux selon en fait les carrefours d'audience. Bon, on a parlé d'Instagram, c'est vraiment intéressant par rapport au trafic parce qu'en fait on voit bien que les jeunes entre guillemets sont beaucoup sur Instagram avec beaucoup de visuels, des stories, des lives, etc. C'est vraiment pour moi un média où on est plutôt intimiste. J'ai un peu transféré une partie de mon contenu Facebook, surtout sur mon profil perso, parce qu'en fait mon profil perso et mon profil Instagram se ressemblent beaucoup, sauf qu'en fait mon profil perso sur Facebook, il a rempli la totalité, je suis à 5000 là, et il n'y a que une ou deux personnes qui me quittent de temps en temps, donc plus personne peut vraiment trop accéder à mon profil perso, tandis qu'Instagram, je publie à peu près le même contenu, et là c'est illimité. Donc en fait vraiment c'est là-dessus où je parle en fait des coulisses, je montre quand je participe à des événements, les photos avec d'autres personnes, des potes et tout ça. Voilà. Donc Facebook, bien entendu, c'est incontournable, le snack content, les vidéos, les images et tout ça, les trucs un peu de buzz. Twitter, moi j'utilise plutôt en fait en tant que plateforme de buzz pour contacter les influenceurs, pour tout simplement repérer un petit peu les clients de mes concurrents, pour automatiser un certain nombre de choses. Pour moi en fait Twitter est plutôt en fait un relais d'information où je pousse de l'information. Il y a quand même moins d'interaction sur l'outil. Mais par contre comme il est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libre, on peut automatiser pas mal de trucs. Bon, LinkedIn pour moi c'est the outil, hein, the réseau parce que je suis en marketing B2B et c'est vraiment l'endroit qui marche le mieux puisqu'en fait il y a une audience qui est encore pour l'instant relativement gratuite et qui est relativement qualifiée. On peut faire vraiment des trucs très 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 sympas. Enfin bon, bien sûr le blog, hein, moi j'essaye c'est le cœur de ma stratégie et je continue toujours de pousser mon blog un maximum parce que c'est ce qui, pour moi c'est le blog, c'est ce qui permet de vendre, c'est ce qui permet de créer une liste. Le blog est vraiment au cœur de ma stratégie et les médias sociaux sont juste en fait autour en satellite pour aller alimenter le blog et aller générer du trafic sur le blog. Voilà. Les visuels également. Alors, moi personnellement, je fais beaucoup de newsletters en format texte. On peut également mettre des visuels dans les newsletters. Mais bon, moi personnellement, vraiment, j'essaye plutôt de me concentrer sur une newsletter qui va arriver en bonne délivrabilité dans les boîtes email de mes lecteurs. Donc, je travaille plutôt là-dessus que sur une newsletter un peu chiadée. J'essaye plutôt de faire vraiment un truc un peu sympa au niveau de texte d'abord. Mais bien entendu, vous pouvez aussi faire un design en HTML ou mettre par exemple des gifs animés. Moi je l'ai fait un certain temps, ça fait d'ailleurs un petit moment que je ne l'ai pas fait, mais soit en fait mettre un gif animé mais pas trop lourd, parce qu'autrement vous pouvez très bien avoir un gif animé à l'intérieur qui va faire plusieurs mégas, il va mettre du temps à charger, ou alors ce que vous faites, vous mettez juste une capture écran par exemple d'une vidéo YouTube quand vous voulez lancer une vidéo YouTube, et ça intéresse en fait les gens de pouvoir un petit peu regarder le début. Donc vous pouvez utiliser des outils comme EasyGIF et qui permet en fait de transformer une vidéo en vidéo YouTube par exemple, hein, en un petit extrait de quelques secondes avec une petite animation, donc assez sympa à faire. Voilà. Donc autrement dans les visuels, essayez également d'utiliser des visuels qui vont générer en fait de l'émotion. Faites vraiment de l'originalité. Pendant très longtemps, moi j'ai utilisé des banques d'images comme par exemple Pixabay. Et le problème c'est que c'est vu, revu 50 000 fois. Et en fait, forcément, ça donne, je trouve, une image qui est pas très bonne de l'entreprise parce que ça fait un peu du réchauffé. Et
ça ferait un truc. Si c'est comme les publicités, voilà, je viendrai juste après. Il y a une nana en fait que je montrerai après, qui est une nana d'origine, je pense asiatique ou métisse, je ne sais quoi, qu'on voit sur des dizaines et des dizaines de publicités, que ce soit en France ou dans le monde. Et c'est vrai qu'à force de voir son visage là-dessus, mine de rien, en fait, bah, ça lasse, c'est beaucoup moins impactant. Donc il vaut mieux en fait créer vos propres visuels ou acheter des visuels un peu plus de qualité que d'utiliser bah, des images par exemple sur Pixabay qui sont vues et revues. Voilà. Autrement, bah, vous pouvez également avoir des stratégies d'influence. Par exemple, là, moi, on m'a balancé le bouquin de Getty Images. Donc, c'est pas un article sponsor, je suis pas payé pour cet article-là. Mais donc, ils ont quand même fait aussi appel à d'autres influenceurs pour relayer leurs bouquins. On peut également aussi bah, envoyer des bouquins papier. Moi, j'ai déjà fait envoyer des livres blancs papier aux top clients. C'est assez sympa. Et puis, mon bouquin, le Growth Hacking, qui me sert également aussi on va dire de mots magiques, hein, abracadabra, sésame ouvre-toi, pour rentrer en contact avec des influenceurs, parce qu'en fait ils ont lu le bouquin, ils me disent ah ouais ton bouquin est génial, j'aimerais bien qu'on discute ensemble, etc., etc. Voilà. Donc ça c'est assez super intéressant. Autrement, l'autre point c'est de se dire que la vidéo c'est vraiment devenu le format roi. Par exemple sur LinkedIn, rien que le fait de mettre sur LinkedIn une vidéo ou un PDF. Alors ça aussi c'est quelque chose qui est assez nouveau sur LinkedIn. Je l'ai observé il y a quoi, il y a la tendance il y a 2-3 mois. Quand vous mettez un PDF sur LinkedIn, et ben, ça cartonne vachement mieux qu'un article normal. Et après la vidéo est peut-être un peu supérieur, mais en tout cas, j'étais vraiment très étonné. Je vous invite à faire le test. Là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai remis en fait des PDF de mes présentations PowerPoint pour mes web séminaires et j'étais étonné du nombre de vues. Ça faisait à peu près 30-40% plus de vues qu'un article qui parlait justement de ce web séminaire. Donc, en fait, voilà, pour mettre en lumière le test que j'ai fait, j'ai tout simplement relayé sur LinkedIn ben, l'article où j'avais mis le replay de la vidéo, où j'avais mis le SlideShare embarqué, le texte avec un résumé, et donc pour mettre en avant tout ça, j'avais fait un petit texte de quoi, une dizaine de lignes, quoi, en expliquant pourquoi c'était intéressant, et puis le lien pour aller justement voir le résumé du web séminaire. Après, ce que j'ai fait, bon après c'est 2-3 jours après, donc c'est pas forcément non plus un test qui est super carré, mais ça vous permet d'avoir quand même une idée. Donc 2-3 jours plus tard, j'ai pris le PowerPoint du web séminaire en question. Je l'ai uploadé directement sur LinkedIn et ça m'a fait, comme j'ai 30% quasiment de vues en plus pour le PowerPoint. Alors vous allez me dire, oui, tu as fait plus de vues, mais le problème c'est qu'en fait tu n'as pas le lien vers ton site internet. Donc comment tu vas faire pour générer du trafic, pour convertir tes visiteurs en prospects? Alors à ça je répondrai deux choses. La première c'est que bah, c'est quand même mieux d'avoir des gens qui voient un peu votre contenu parce qu'ils vont peut-être pas forcément souscrire. Donc si vous avez 30% de trafic en plus, bah, c'est quand même pas dégueu. Surtout vous pouvez le faire deux fois, hein. Vous pouvez publier comme je disais l'article de blog et ensuite mettre le document sur LinkedIn. Bon, déjà, ça va être deux occasions de publier du contenu. Et deuxième chose, eh ben, en fait, vous mettez dans les commentaires le lien pour, par exemple, accéder à la vidéo, accéder au résumé complet avec les textes, les questions et tout ça. Bref, vous mettez dans les commentaires des infos en plus pour inciter les gens à aller sur votre site internet. Voilà. Alors autrement, voilà, je voulais parler après de 3 erreurs à ne pas commettre lorsque vous publiez des contenus sur les médias sociaux. Le premier truc, c'est ne volez pas d'images. Alors, ça a l'air tout con, mais je pense que c'est un petit peu une révolution qui arrive depuis quelques temps. Jusqu'à présent, même moi, il y a encore un an de ça, bah, quand je voulais en fait illustrer bah, le contenu d'un article, qu'est-ce que je faisais? Bah, je tapais dans Google et puis je cherchais des images et je me disais ah tiens ça c'est une illustration sympa, je l'enregistrais et je la mettais sur mon article de blog. Le problème maintenant, c'est qu'en fait, bah, c'est plus aussi toléré qu'auparavant. Il y a maintenant des outils qui permettent en fait aux photographes, aux designers, aux graphistes d'aller rechercher sur Internet les sites qui utilisent leurs images. Et moi, il y a eu pas très longtemps un de mes confrères, alors je vous tairai son nom, mais donc un de mes confrères qui en fait était dans le domaine de l'actualité un petit peu sur différents sujets. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a reçu tout d'un coup un courrier d'avocat qui lui réclamait, je crois que c'est 200-300 euros pour l'usage en fait d'une photo sur ce site internet qui était une photo en plus pourrave parce que c'était une photo, je crois que c'était une photo d'un bâtiment
bâtiment ou je ne sais quoi. Enfin un truc, c'était pas une photo artistique, c'était pas une photo de star, c'était pas un truc vraiment exceptionnel, non, c'était une photo très très banale. Sauf que le gars en fait a utilisé ce fameux outil qui permet de chercher sur internet qui utilise les photos. Il a contacté en fait des avocats français, il a fait valoir leurs droits de propriété intellectuelle. Et là, boum, il n'y a pas trop le choix. Vous retirez l'image, bien entendu, mais souvent en fait les gens ils vont encore plus loin et en fait ils vous menacent de procès et vous demandent de l'argent. Donc voilà, et je vous ai mis l'exemple de Maison et Domotique qui a eu ce petit truc là pour une image toute pourrie et qui était obligé finalement de payer alors que c'est un blog perso. Voilà. Donc c'est un petit peu dégueulasse, mais quelque part, bah oui, c'est vrai que c'est le droit à l'image. Hein. Si c'est comme si vous disiez, tiens, je sais pas, je veux un Van Gogh, le Van Gogh me plaît, puis je vais l'indiquer que c'est moi qui ai créé ce Van Gogh en le mettant sur la couverture de mon d'un de mes bouquins ou je ne sais quoi. Donc voilà. Donc en fait, c'est vrai que c'est normal, mais faites attention parce que maintenant, de moins en moins, ça sera toléré. Voilà. Autre chose, ayez de la cohérence dans vos visuels. Le fait qu'on reconnaît en fait qu'une entreprise est amateur, hein, une entreprise, soit une start-up ou un freelance, etc., c'est de changer trop souvent les visuels. En fait, des gens qui mettent à un moment des photos, ensuite des illustrations, ensuite des trucs BD, ensuite je sais pas, des flat design. Bref, en fait, ne pas avoir de cohérence et de cohérence dans le design des graphiques et des images qu'on va utiliser, va faire en sorte que ça fera pas fou, ça fait un peu dissonant. Donc moi ce que je vous conseille c'est faire une petite banque d'images. Moi c'est ce que j'ai fait. En fait je me suis pris un abonnement et en fait j'ai téléchargé, je crois que ça va être 200-300 photos comme ça. Et en fait des photos que j'ai achetées qui sont un peu originales et tac je les ai mis en fait dans un répertoire. Et à chaque fois que je vais faire un article maintenant, je recherche dans ma banque d'images et tac je l'utilise. Alors après vous pouvez également utiliser des sites qui proposent des images libres de droit, une sélection d'images libres de droit que vous pouvez télécharger, réutiliser. Mais encore une fois, comme je vous disais, attention un peu à la qualité, attention à la cohérence des images. Et voilà, éviter de faire déjà vu. Hein. Là, je vous parlais de la fameuse asiatique là, qui a une page fan. Et c'est vrai que elle s'appelle Ariane, si je me souviens bien. Et elle est sur des dizaines et des dizaines de pubs partout dans le monde. Troisième chose, je voulais aussi faire un petit warning sur le droit à l'image. Si vous prenez vous-même vos photos, alors en fait, si vous prenez des photos de vous, bon, pas de souci. Mais si vous prenez des photos de vos potes, vos collègues, bon, ça passe. Mais si vous prenez des photos et qu'ensuite vous les utilisez pour vos supports de communication, comme par exemple un livre blanc, comme par exemple, je sais pas, des brochures, des PDF ou des choses comme ça, faites attention, puisqu'en fait, les gens peuvent se retourner contre vous si jamais un jour, par exemple, ils quittent l'entreprise, ils vont chez un concurrent ou vous vous fâchez avec eux. Moi, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai participé à un livre blanc qui s'appelle Les guides du pro d'expérience client. Et en fait, bon, moi, c'était un bouquin avec un style roman photo, avec des petites photos de moi, avec des bulles et tout ça. Il y a mes collègues également qui sont venus. Et dedans, en fait, qu'est-ce qui se passe on a mis des photos de différents collègues qu'on a pris, enfin que j'ai pris avec mon smartphone. J'ai mis un petit filtre cartoon pour que ça fasse un peu roman photo. Et roule ma poule, on était parti. Donc tout s'est pas bien passé, sauf qu'en fait il y a un de mes collègues qui est en arrêt maladie. Et donc en fait, j'espère qu'il va revenir. Mais c'est vrai qu'il y a sa photo qui est sur le bouquin et on n'a pas eu le temps de lui envoyer le petit email de droit à l'image. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que une personne comme ça pourrait très bien se dire, bah non, finalement, retirez-moi de votre bouquin, et là, qu'est-ce que vous serez obligé de faire? Eh bien, vous serez obligé d'enlever du PDF, donc là c'est facile, mais si vous avez imprimé des documents papier, bah, vous serez embêté. C'est pour ça que moi, généralement, sauf dans ce cas-là, qui était un peu exceptionnel, parce que mon collègue est tombé en arrêt de travail, mais généralement, avant de publier et de faire imprimer un bouquin, j'envoie un modèle de droit à l'image avec tout simplement, vous avez accepté de participer à une interview sur ceci, cela, et voilà, en fait, faites-le minimum par mail. Moi, ce que je vous conseille de faire, si là je vous ai mis en fait dans l'article un modèle de droit à l'image, hein, c'est vraiment fait pour être béton, parce qu'en fait vous pourrez l'utiliser par exemple pour faire, comme je disais, des publicités, les afficher sur votre site web et tout ça. Mais au minimum, demandez par email à la personne si vous avez le droit d'utiliser son témoignage, si vous avez le droit d'utiliser sa photo ou des choses comme ça. Je vous donne un autre exemple. Il y a quelques temps de cela,
j'avais tout simplement, pour une boîte pour laquelle j'avais bossé, on avait en fait une liste de clients, et puis c'est vrai qu'il y avait le logo qui traînait sur les slides PowerPoint depuis très très longtemps. Puis bon, moi qu'est-ce que je fais? Je le mets sur le site internet, quoi. Il y avait le PowerPoint, j'ai dit bah voilà nos références clients. Sauf qu'en fait le client a appelé son commercial en disant non non mais notre société mère maintenant nous autorise plus à laisser les entreprises à utiliser notre logo et le faire apparaître n'importe où, donc merci de l'enlever. Donc en fait, voilà, il faut faire attention, vous ne pouvez pas non plus mettre des logos de n'importe quelle marque comme ça, demandez un minimum l'autorisation. Voilà, c'est un petit conseil. Donc voilà, donc on a vu un petit peu un résumé de ce qu'il y avait d'intéressant dans le bouquin de Getty. Là maintenant, je vais vous passer à mes petits trucs et astuces pour en fait avoir plus de vérité sur les médias sociaux. Alors, la première chose, la première astuce, c'est créer des visuels avec des citations d'influenceurs. Soit ça peut être des interviews, soit c'est des extraits. En fait, c'est simple. Lorsque vous interviewez un influenceur, que ce soit en live, par Skype, par écrit ou n'importe quoi, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vous récupérer leurs photos et vous récupérez une citation marquante de l'interview et vous en faites un visuel qui va illustrer l'article et qui vous permettre en fait tout simplement de taguer l'influenceur par exemple sur Twitter, sur Facebook, etc. etc. et faire en sorte en fait que il relaie de manière beaucoup plus volontaire votre article, parce qu'en fait il y aura une super cover qui sera fait, enfin cover, plutôt un visuel avec sa photo plus la citation. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai marqué qui marche très très bien. Par exemple, il y a l'entrepreneur et vous, un podcast en fait auquel j'ai répondu, qui m'a fait la même chose. Il y a aussi Thomas Gazio sur le sommet de la vidéo qui a fait la même chose. Donc c'est quelque chose qui est très sympa. Il n'y a pas très longtemps, je l'ai fait également avec Daniel Ray, qui est un chercheur en relations clients à Grenoble École de Management. Et tout simplement, en fait, lorsque j'ai repris de son site internet sa définition de la culture client, et qu'est-ce que je fais? Je l'ai tagué sur la photo et je l'ai publié sur LinkedIn. Et bien entendu, j'ai un relais de sa part. Donc voilà, donc c'est important d'aller comme ça identifier les influenceurs et les mettre en valeur via donc une petite citation. Donc si vous n'êtes pas bon graphiste, une petite astuce qui fonctionne super bien. Allez sur PowerPoint. Vous ouvrez PowerPoint. Vous prenez la photo de la personne. Vous mettez ensuite un carré d'une couleur unie en dessous de la photo qui vous servira à écrire votre texte avec PowerPoint. Et ensuite, vous faites une capture écran et vous coupez en fait, bien sûr, que la partie où vous avez fait votre petit montage. Et voilà, tac, en l'espace de allez, 10 minutes, vous avez votre fameux photomontage avec la citation sans vous prendre la tête. Alors, une petite astuce quand même, n'oubliez pas de mettre le nom de votre site internet en bas pour que les gens en fait puissent savoir que c'est vous l'auteur de la citation, enfin l'auteur, le créateur de la citation. Et comme ça, quand l'influenceur va relayer le contenu, il y aura toujours votre petite pub en fait qui sera embarquée. Voilà. Alors pour trouver des influenceurs qui sont intéressants, bien entendu, il suffit de taper dans Google les mots-clés. Vous pouvez taper également sur YouTube. Vous pouvez également utiliser SEMrush et BuzzSumo. BuzzSumo qui est assez sympa, un petit peu cher, je trouve, mais assez sympa pour identifier les contenus qui buzzent, les influenceurs les plus importants dans une thématique. Donc vous tapez un mot-clé, faites-le en français, comme ça vous aurez que les résultats en français. Au lieu de taper par exemple social media, vous tapez médias sociaux par exemple. Et là en fait vous aurez des personnes qui tweetent le plus, qui sont le plus retweetés, etc., etc., sur cette thématique-là, sur une période donnée. Donc un truc qui est vraiment intéressant. Vous pouvez ensuite après vous amuser aussi à analyser plus en détail un profil avec un outil comme par exemple socialblade.com qui vous permet en fait d'analyser le profil de l'influenceur. Si par exemple en fait vous voulez payer une personne pour relayer un contenu, à écrire un article de blog ou n'importe quoi, vérifiez toujours vraiment sa vraie capacité d'influence. Par exemple, vous pouvez voir le compte Instagram, combien il y a de followers, vous pouvez voir en fait le nombre de followers sur Twitter, vous pouvez voir le nombre de fans sur YouTube, etc., etc. Et donc c'est assez intéressant de pouvoir comme ça simplement analyser le potentiel d'un influenceur. Deuxième chose, deuxième conseil, deuxième type de visuel, c'est publier les citations célèbres. Alors, ça a l'air tout con, ça a l'air vu, revu et re-revu. Pourtant, en fait, ça fonctionne bien. Alors, pourquoi ça fonctionne bien? Parce que, déjà, c'est visuel, c'est simple,
Et 3, on peut vraiment industrialiser tout ça. C'est-à-dire que votre citation, vous allez en pouvoir en fait aller en récupérer à la pelle. Par exemple, vous avez des citations en anglais, vous les traduisez en français, et ensuite vous mettez la photo de l'homme célèbre. Vous la récupérez bien entendu sur Wikipédia. Vous ne volez pas d'image, hein. Vous allez sur Wikipédia qui permet en fait d'utiliser les photos quand on est en fait à usage non commercial. Donc ça en fait vous pouvez réutiliser ça, puis tout simplement vous faire une petite série comme ça de citations que vous allez pouvoir en fait relayer très simplement et très facilement sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, etc. Ça vous prend pas beaucoup de temps et vous allez programmer comme ça une citation par jour qui va être assez sympa. C'est souvent des trucs faciles à liker. Vous avez aussi d'autres trucs qui sont vraiment simples. Je dirais pas que c'est une citation, mais c'est des trucs un petit peu de bon sens. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai mis une petite illustration qui s'appelle Pensée positive et qui dit: ne dites pas la vie est un combat, mais la vie est une aventure. Si seulement c'est la prochaine fois. C'est affreux, c'est une bonne leçon. Un échec, c'est un essai. Une erreur, c'est une leçon. Un obstacle, c'est un défi. Bref, un petit truc comme ça que vous pouvez en fait tout simplement partager et qui marche très très bien. Là, vous pouvez d'ailleurs ce truc-là, vous pouvez très bien aussi le faire. Il y a à peu près une dizaine d'expressions, vous pouvez très bien en faire un tous les jours. C'est-à-dire que vous prenez comme ça un truc assez sympa avec par exemple 10 expressions ou des choses à ne pas faire, et vous faites tous les jours, tac tac tac, un petit visuel avec une chose, et vous allez tout simplement le relayer vers votre article principal qui est sur cette thématique-là. Moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps donc, avec Henry Ford pour pousser en fait mon article sur la culture client. Et j'ai expliqué un truc d'Henry Ford qui dit ce n'est pas l'entreprise qui paye les salaires, mais les clients. Et c'est vrai que ce truc-là est toujours assez intéressant parce que ça fait réagir tout le monde. Voilà. Et ça vous fait une petite publication assez sympa, un peu originale, qui vous permet de mettre en avant vos contenus. Là, en fait, par exemple, j'ai un article sur la culture client avec, je vous ai parlé, la citation de Daniel Ray. J'ai mis également cette citation de Henry Ford. Et en fait, comme c'est un visuel qui est très fort et qui est différent à chaque fois, mais qui est toujours pour le même article, et ben en fait, les gens ont tendance un petit peu à relayer, à liker. Et s'ils ne sont pas, par exemple, en phase avec le premier visuel, peut-être qu'ils seront en phase avec le deuxième et qu'ils auront visité, qu'ils auront relayé, qu'ils auront retweeté, qu'ils auront liké, qu'ils auront commenté, etc., etc. Et faire ce petit focus là sur quelques petits éléments clés, des citations ou des points clés de vos articles, c'est vraiment important. Voilà. Vous pouvez également même le faire sur Pinterest, hein, qui est un petit outil assez sympa pour faire du trafic grâce aux images. Troisième outil assez sympa, c'est les mini vidéos. Alors en fait, pourquoi les mini vidéos c'est intéressant? Je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance des images et que c'était beaucoup plus vu dans un flux d'actualité. Et bien les vidéos c'est encore plus. Tout simplement parce que l'être humain est conçu nativement pour repérer les mouvements. Par exemple, si vous regardez, je sais pas, un paysage, si vous regardez, je sais pas, vous êtes en train de manger quelque part, vous verrez tout de suite et votre œil sera attiré tout de suite par le mouvement. L'homme est fait comme ça. S'il y a un moustique qui bouge, vous le verrez. S'il reste posé par terre, vous ne le verrez pas. Donc en fait, dès qu'il y a un petit mouvement, tac tac, on est obligé de regarder. Et c'est en fait comme ça qu'on essaye de nous avoir, par exemple sur des sites comme Instagram, comme Facebook, etc. Ou même sur Twitter avec les gifs animés. Tout simplement parce qu'en fait, votre œil sera attiré automatiquement. Vous avez ce petit mouvement et là, tac tac, vous regardez. Et en fait, tous les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, LinkedIn, etc., l'ont bien compris et ils valorisent les formats vidéo. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, le format vidéo est le format pour moi le plus performant actuellement sur LinkedIn. Parce qu'en fait, c'est certes limité à 10 minutes, mais c'est un format en fait qui va générer le plus d'interactions. Parce que les gens vont voir votre truc qui démarre, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est ce truc-là, etc., etc. Donc vous pouvez utiliser votre logiciel de montage vidéo habituel, moi j'utilise Camtasia, mais vous pouvez également utiliser des outils spécifiquement créés pour faire des mini-vidéos sur les médias sociaux. En particulier, vous avez crelo.com, C-R-E-2-L-O.com, qui vous permet vraiment de réaliser en quelques minutes des modèles en fait de petites animations qui permettent en fait parfois de surfer sur des événements comme la Saint-Valentin, Pâques, etc. Ils vous proposent en fait des modèles relativement simples que vous pouvez personnaliser avec juste un petit peu comme dans PowerPoint en changeant juste le texte, juste le visuel ou un truc comme ça. Et souvent vous avez des visuels en fait en anglais. Alors
cet outil est assez sympa. Le seul truc qui m'ennuie, c'est qu'en fait, c'est une version freemium. C'est-à-dire que toutes les belles vidéos un peu sympas, il faut en fait avoir un compte payant. Et le compte gratuit est finalement un petit peu limité parce qu'en fait, vous avez souvent en fait la petite Created by Crello, ou alors les visuels sont un peu moyens. Néanmoins, si vous n'avez pas de budget, si vous êtes débutant, Crello est intéressant. On peut également faire des choses un petit peu similaires, pas aussi bien, mais vous pouvez faire des choses un peu similaires avec canva.com, C-A-N-V-A-N, Canva, V-A, excuse-moi, C-A-N-V-A.com. Et là, en fait, ça vous permet maintenant, depuis très très peu de temps, de faire aussi des mini-vidéos, mais c'est quand même moins pratique et moins joli que Crello, qui est vraiment très sympa. Ça coûte, je crois, une dizaine ou une quinzaine d'euros par mois Crello, et c'est un investissement qui vaut vraiment le coup si vous faites pas mal de choses sur les médias sociaux. Autre chose, là je vous ai parlé donc des petits outils clés en main qui vous permettent d'avoir des petites animations, et voilà, où vous embêtez pas, en 5 minutes c'est fait, clic clac. Vous pouvez également aussi acheter des vidéos sur des sites d'images et de vidéos. On a parlé de Getimage, iStock et d'autres. En fait, vous pouvez acheter comme ça des vidéos clés en main, et puis en fait rajouter par-dessus en surimpression vos textes. Et là, ça vous permet tout de suite de faire des images vraiment enfin des photos et des vidéos de vidéos surtout de super qualité, puisqu'en fait c'est vraiment des vidéos de vidéastes, et vous derrière vous avez juste à rajouter vos petits effets avec vos textes, vos machins, une citation, n'importe quoi, et là ça fait un look vraiment pro. Autrement, utilisez, si vous avez en fait vraiment une grosse division sur les médias sociaux, utilisez plutôt un format carré, parce qu'en fait le 16 neuvième est plutôt en fait un outil un format qui va être plutôt utilisé sur PC. Sur smartphone, sur tout ce qui est par exemple Facebook, Instagram et tout ça, c'est vraiment le format carré qui est le format roi. Donc choisissez les bonnes applications pour ça. Je vous mettrai peut-être d'ailleurs, si vous mettez dans les commentaires de cette vidéo, je vous mettrai en fait, ou cet enregistrement podcast, ou cet article de blog, je vous mettrai allez, 5-6 applications mobiles que vous pourrez utiliser pour faire du montage vidéo vraiment très très simple, et qui vous permettra après d'avoir des formats carrés, des vidéos un petit peu interactives, des trucs un petit peu faits. Voilà. Autre chose, n'oubliez pas, lorsque vous faites des vidéos un petit peu longues sur les médias sociaux, je parle pas de la vidéo publicitaire comme on l'a vu précédemment avec Crello, qui est un texte et puis toute petite animation un peu juste faite pour attirer l'œil, mais vraiment pour de la vidéo là un petit peu montée, n'oubliez pas de mettre le sous-titrage et d'ajouter au moins au début un sous-titre, parce qu'en fait les gens ils n'ont pas le son quand ça se lance la vidéo, et donc vous devez tout simplement essayer de choper leur attention, au moins en mettant quelques mots vraiment clés, des mots majeurs qui vont faire en fait en sorte que la personne va vouloir un petit peu se dire mais qu'est-ce que c'est ce truc là, et au début elle va regarder un petit peu les mots, et si les mots vont lui résonner dans son esprit, et elle va regarder la vidéo avec le son. Voilà. Autrement, je parlais tout à l'heure de LinkedIn, Facebook. C'est vrai que les formats courts sont vraiment les formats rois. Sur YouTube, moi, je fais des formats très longs, 40 minutes, 50 minutes. Mais sur Facebook et tout ça, c'est vraiment le format très court qui est recommandé. Par exemple, Combini, si vous connaissez les vidéos de Combini avec ces petits formats très très courts, très timés. Même tous les YouTubeurs, vous voyez, ils font des formats très courts, très timés, très serrés, avec beaucoup de montage. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut faire si vous voulez avoir aussi pas mal de trafic. Après, ça, c'est un petit peu une philosophie. Moi, ma philosophie, c'est pas de faire ça. J'essaye pas de faire une vidéo qui est hyper courte avec un truc où on reste superficiel, où on rentre vraiment dans un truc hyper précis, ou des choses comme ça, ou drôle, ou original. Non, moi j'essaye de faire du qualitatif, j'essaye de rentrer au fond des choses, et c'est pour ça que cette vidéo fait plus de 50 minutes. Voilà, vous avez 50 minutes à m'avoir dans les oreilles, parce que moi je pense que en 10 minutes, c'est compliqué d'aller dire tout ce que je vous dis là, quoi. Bon, après par contre, c'est vrai que je blablate beaucoup, mais c'est comme ça. Alors quatrième chose, faites des vidéos et des photos, faites des vidéos avec les photos d'événements. Dès que vous participez à un événement, moi je vous conseille, comme je vous le disais précédemment, c'est de montrer un petit peu les coulisses. Donc vous prenez les photos des personnes, vous les taguez, etc. Que ça, par exemple les conférenciers, les organisateurs, les influenceurs, les journalistes. Et par exemple lors du salon stratégie client, moi j'ai pris une dizaine de photos avec mes collègues, avec des influenceurs, dès qu'ils passaient dans la rue, clac, on faisait un petit selfie, et c'est vachement sympa. En plus les gens ils se sentent vachement valorisés. Et puis surtout quand vous faites comme ça un selfie avec quelqu'un qui est un peu connu, ou même un client, un client déjà il va être super fan, il va dire oh putain c'est super gentil, et puis c'est marrant, puis dites allez on se fait un petit selfie, ça me fait plaisir de vous voir, clac. Et c'est vrai que la personne après,
comme elle est rarement avec entre guillemets quelqu'un de connu, un influenceur, elle va le relayer, elle va liker, ses collègues vont dire mais c'est qui ce gars-là, s'ils ne le connaissent pas, etc. Et si vous êtes un influenceur, bah, vous allez capter un peu une partie de son trafic parce que vous allez bien sûr le taguer dedans. Là, par exemple, je l'ai fait avec Christophe Train, qui est un vidéaste et spécialiste du drone, et c'est vrai que c'était assez sympa. On a fait quoi, 1700 vues pour une petite photo avec un commentaire, ce qui est quand même un truc qui est pas mal. Après, j'ai même réutilisé cette photo-là que j'ai fait sur un salon pour mettre en avant en fait un mes articles sur les événements. Donc c'est-à-dire que c'était sur un salon et j'ai mis comment organiser un salon en événement, toutes mes astuces sur tel truc, lien vers l'article en question. Et en fait j'ai utilisé cette vidéo de Christophe où je crois que j'avais tagué dessus en plus une deuxième fois. Et donc c'était assez marrant quoi. Donc ça m'a permis d'avoir encore plus de trafic. Il y avait le jour J avec la photo où je l'ai tagué. 2, après je l'ai réutilisé cette photo là quelques semaines plus tard pour un article de mon blog, et là encore une fois j'ai eu pas mal de vues. Voilà. Autrement, on peut également utiliser les photos en termes de rétrospective. Par exemple, vous avez participé à un événement, et ben vous avez pris plein de photos avec votre smartphone, et ben en fait vous faites une rétrospective sur Instagram, vous faites une rétrospective sur Facebook, vous mettez quelques belles photos sur Twitter ou LinkedIn, etc. Et ça fait toujours un peu plaisir. Si vous avez pas mal de photos, faites plutôt une vidéo avec des outils comme Animoto. Moi ça fait pas loin de 10 ans, ouais pas loin je pense, hein, 10 ans, 8 ans, que j'ai en fait un compte payant sur Animoto. Ça coûte 30 $ je crois à l'année ou un truc comme ça. Et en fait, c'est très simple, vous prenez vos photos, clac, vous les balancez sur Animoto et ça vous fait une petite animation. C'est un truc qui se fait allez, 10 minutes, un quart d'heure. Le plus long que vous avez à faire, c'est tout simplement d'aller trier les photos et les uploader. Une fois que c'est fait, vous avez en fait la photo, enfin la musique qui va s'accorder avec le défilement des photos, et tac, vous avez votre petit truc qui est fait tout de suite. Et comme c'est une vidéo, ça va être beaucoup plus vu qu'une simple image. Donc n'hésitez pas à les uploader et les mettre après sur LinkedIn, Facebook et tout ça. Donc vous mettez les photos et ensuite, quelques jours, quelques semaines plus tard, enfin quelques jours plutôt parce que les semaines c'est un peu, ça fera un peu has-been surtout si vous faites un événement. Mais 2-3 jours plus tard, vous faites la même avec une sélection de photos ou toutes les photos ou plus de photos. Et en fait, ça vous permet d'avoir une deuxième visibilité pour un événement ou des choses comme ça. Voilà. Cinquième chose, faites créer des dessins, des schémas, des illustrations sur mesure. En fait, avoir des schémas et des illustrations, je trouve que c'est un truc qui permet de se différencier des autres. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser des outils d'infographie comme PictoChart, Venngage, Easily, Infogrames, Visualize Me, Snappa, etc., etc. Mais parfois, c'est pas forcément évident. Donc moi, en fait, ce que je fais beaucoup, c'est que en fait, j'utilise encore une fois PowerPoint. PowerPoint, en fait, pour les nuls en graphique et les nuls en fait en Photoshop, bah, ça permet de faire des choses assez sympas, des petits montages, des choses un peu théoriques, et c'est vrai que ça vous permet de deux choses. Un, en fait, comme je disais tout à l'heure, comme pour les citations, vous pouvez diffuser 5-6 fois un article même avec des visuels différents. Alors bien sûr, ne le faites pas tous les jours, hein, parce que les gens ils vont un petit peu saturer, mais avec des outils comme par exemple Buffer.com, avec Zapier, avec ces outils-là, et en fait tout simplement, vous allez pouvoir en fait relayer la publication d'un contenu avec différents visuels que vous aurez créés sur mesure au fil du temps. Et donc c'est assez sympa parce qu'en fait parfois un simple visuel qui change peut faire la différence, et parfois même je m'en suis rendu compte, il y a pas mal de gens qui like ou qui partagent sans même avoir lu l'article, mais qui ont liké parce que le visuel était sympa. Et comment je m'en suis rendu compte? Parce qu'en fait à un moment donné j'avais eu pendant je crois 2-3 jours un de mes sites secondaires qui avait planté, et j'avais encore des gens qui likaient, qui partageaient, alors que le lien était mort depuis déjà un jour ou deux. Donc c'est-à-dire qu'ils regardaient même pas, tac, ils savaient en fait que je faisais du contenu toujours de qualité, et donc pam, ils relayaient automatiquement. Voilà. Autrement, je vous conseille également d'utiliser les outils qui permettent de faire en fait des dessins animés. Moi je le fais souvent en fait pour expliquer un produit, un concept, un ensemble de produits, et donc vous pouvez utiliser par exemple Powtoon.com, Powtoon.com, ou Vyond, Vyond.com. C'est deux outils qui permettent en fait de créer
Oh, je dirais pas que c'est fait en 5 minutes parce qu'en fait, il faut, enfin, sincèrement, il faut passer un petit peu de temps. Généralement, moi j'y passe entre une demi-journée ou une journée pour faire une bonne animation qui est très sympa. Parce qu'en fait, avant de commencer, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en fait faire un petit storyboard, c'est-à-dire en fait un petit un scénario où vous allez mettre image par image, en fait plan par plan, le message que vous voulez faire passer avec le type de visuel. Et en fait, en ayant comme ça cette petite image, genre tiens voilà, on fait ci, on fait ça, on fait ça, vous allez vraiment gagner du temps. Et après, vous allez juste en fait à trouver les bonnes images ou les bonnes illustrations qui vont illustrer le concept. Donc en faisant ça, vous passez, on va dire, une petite heure à faire votre storyboard en expliquant qu'est-ce que vous voulez montrer, et ensuite vous utilisez l'outil qui permet en fait de faire ces fameuses animations. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez avec Vyond, donc vyond.com, un très 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 gros choix de personnages avec des attitudes, content, pas content, blablabla. Vous avez également un très gros choix d'arrière-plan, vous pouvez même intégrer des photos de smartphone, enfin bref, c'est un truc qui est assez simple et même un débutant peut quand même arriver à faire un truc sympa. Voilà. Comme je vous disais également, quand vous faites comme ça une vidéo ou un live, n'hésitez pas après à le transformer en GIF, hein, que vous pourrez après réutiliser dans vos emailing ou même sur un site web ou sur un article de blog, ou la grosse mode. La grosse mode actuelle, en fait, tout simplement, c'est de le mettre dans un PowerPoint. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez, je sais pas, une petite illustration d'un site web ou n'importe quoi, surtout si vous vendez des logiciels ou si vous avez, je sais pas, un truc un petit peu impactant, ou des témoignages clients, n'importe quoi. Transformer en fait une image vidéo, enfin une vidéo, en une petite animation de 2-3 secondes, ça attire l'œil, comme je disais, ça attire l'œil dans une vidéo. Et là, tous les PowerPoint un petit peu modernes, un petit peu à l'américaine, ils ont en fait ce genre d'animation qui sont qui permettent en fait d'avoir, au lieu d'une image statique qui bouge pas, il y a une petite animation qui bouge, et c'est vraiment le truc qui fait un petit peu la différence actuellement. Sixième truc, tourner une vidéo live ou en mode live. En fait, tout simplement, le live, ça permet de créer un événement, ça permet de créer une connexion, ça permet d'avoir une discussion avec les gens. Donc, il faut vraiment l'utiliser de manière régulière pour, par exemple, faire un teaser. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit teaser rapide là pour le sommet de la vidéo de Thomas Gazio. J'interviens en fait pendant à peu près, je crois que c'est une demi-heure ou une heure, sur le terme du growth hacking et de la vidéo. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire, vous tapez sommet de la vidéo, hein, pour trouver en fait cette conférence. Et ben en fait, j'ai fait un petit live en teaser en disant tiens voilà, attention, le 16 mai, je crois que c'est à 10h, vous me verrez en live, etc. Alors ça c'est un faux live entre guillemets, puisqu'en fait la vidéo a déjà été enregistrée et elle va être publiée en live, et si j'ai le temps en fait je serai là pour répondre aux commentaires. Mais en fait ça permet d'avoir un truc qui est un petit peu magique. Les gens aiment bien le live, mais il faut vraiment faire de l'interaction. Quand vous faites un live, c'est pas comme cet enregistrement que vous êtes en train d'écouter où je pousse. Dans un live, il faut de l'interaction. C'est-à-dire que vous allez poser des questions aux clients et aux auditeurs en disant tiens, alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous dites bonjour Marcel, bonjour Bidule. Bref, il faut vraiment faire de l'interaction. Moi, j'ai vraiment eu du mal pendant quasiment, allez, un an à transformer mon mode je fais une conférence et je balance à un mode live où j'interagis avec les gens, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc c'est vraiment un changement de mentalité, et il faut vraiment un petit peu préparer son truc et prévoir comme ça des instants de pause. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des petites remarques, des trucs et astuces, hein, sur vos lives ou sur les vidéos. Je suis preneur aussi, hein, sur les contenus aussi qui marchent bien. J'aimerais bien avoir votre feedback, hein. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans la vidéo là, dans les commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et tout simplement, si vous avez des trucs et astuces qui vous permettent aussi d'avoir plus d'interaction et plus d'engagement. Je vous ai mis également en exemple Thomas Gazio, encore une fois, quand il fait un live, en fait, il travaille beaucoup aussi sur le teaser. À chaque fois, il y a un petit teaser en mode humoristique où il joue de la trompette, où il joue avec une poupée, où ils font un truc. Enfin bref, ces teasers sont vachement intéressants parce que ça donne vraiment envie de dire mais qu'est-ce qu'il va nous dire, quoi. Voilà.
Septième astuce, changez votre couverture de profil. La cover, en fait, c'est le bandeau au-dessus, hein, au-dessus de votre photo. Ça a l'air de rien, mais sur Facebook, sur LinkedIn, etc., enfin surtout sur Facebook d'ailleurs, ça entraîne souvent des notifications et les gens en fait vont voir ce qui se passe. Donc faites-le sur LinkedIn, sur le profil de la page, du groupe, sur la page Facebook, sur les groupes, sur Twitter, etc. Et après vous mettez bien sûr dans les commentaires, bah tiens, je change l'image parce que je sais pas, je sors un produit, ou je suis en live ou n'importe quoi. Moi par exemple, ma couverture en fait sur Facebook et sur LinkedIn met en avant mon bouquin Le Growth Hacking, tout simplement pour faire de la pub en permanence. Donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Le dernier point, huitième point, c'est les stories. Les stories, en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, les stories, ça permet en fait de faire un petit format un petit peu court, on va discuter avec les gens. Je le disais précédemment, le format long que là vous êtes en train d'écouter, c'est quelque chose qui est de moins en moins utilisé, qui est excellent en podcast, mais qui fonctionne de moins en moins sur les réseaux sociaux parce que les gens n'ont pas forcément 53 minutes à m'accorder. Par contre, ils sont un peu, ils sont dans le métro, ils sont dans le transport, ils sont dans le bus, ils sont en train d'attendre de rendez-vous, ils vont regarder les stories. Surtout que les stories en fait sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Instagram sont comme mises en avant. Par exemple, même sur PC, vous avez en haut à droite les stories, et c'est vrai que c'est beaucoup mis en avant. Et il y a quelqu'un qui fait, je trouve très bien les stories, c'est Rudy Somm, hein, qui est de Growth Hacking Expert, qui est vraiment bon là-dessus, puisqu'en fait, il fait des vidéos live un peu à l'arrache, comme ça, avec des stories. Et donc, voilà, il pose des questions, genre, par exemple, donne-moi tes feedbacks sur mes dernières pubs Facebook, ou alors il fait des petits votes, est-ce que tu veux les résultats, oui ou non. Il est vraiment pour générer de l'interaction, et puis après, il rajoute également des petits textes en surimpression par-dessus, donc je trouve que Rudy est vraiment à prendre en exemple. Voilà, donc on arrive à la fin de cette petite vidéo, hein, quasiment 1 heure. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout simplement que pour produire du contenu viral sur les médias sociaux, bon, il faut faire original et impactant, mais surtout en fait, il faut penser à ses clients avec ce qu'ils attendent, parce qu'autrement, c'est très facile de se perdre à créer du contenu qui n'est pas forcément en phase, qui ne vont pas forcément générer des ventes ou des interactions. Un exemple. Un exemple tout con, mais vraiment tout con. Pendant très longtemps, en fait, moi, je me suis amusé à créer des contenus sur les emailing. Je me faisais chier avec des contenus très complexes sur les méthodes pour générer plus d'engagement, l'améliorer les taux d'ouverture, sur les astuces d'emailing. Et il n'y a pas longtemps, j'étais assez surpris. J'ai eu autant de performance pour un petit article qui m'a pris, allez, 20 minutes où j'ai tout simplement repris une étude de GetResponse sur quel est le bon taux d'ouverture du newsletter. Donc il y a le truc qui fait, allez, il fait peut-être 500 mots. Mais bon, le sujet était vraiment intéressant, c'est est-ce que votre taux d'ouverture est bon ou pas? Vérifiez en 2 secondes avec ses stats. Et c'est vrai que, mine de rien, bah, c'est vachement de retours, c'est vachement de partage, parce que c'était un sujet qui plaisait aux gens, qui résonnait avec eux, parce que c'était une de leurs problématiques, parce que les gens se posent toujours, mais est-ce que j'ai un bon taux d'ouverture? Est-ce que j'ai été bon dans mon emailing et tout ça? Et donc, en fait, faut parfois un petit peu varier ses contenus et faire des choses un petit peu plus light. Et là, donc, forcément, ce petit contenu light était impactant. Et pourquoi je vous disais ça aussi? Parce qu'en fait, tout simplement, pourquoi j'ai créé ce contenu-là? Parce que je me suis dit, merde, Fred, tu as sorti une formation marketing automation, maintenant tu vas me sortir les contenus qui vont permettre de pousser ta formation marketing automation. Parce que certes, tu vas aller dans tes vieux articles marketing automation, les articles qui cartonnent le mieux, et tu vas mettre un lien vers ta formation, comme ça les gens qui voient l'article vont vouloir aller là-dessus, ils sont susceptibles d'acheter ou d'avoir la version cours gratuit et ensuite passer à la version payante, blablabla. Mais c'est aussi d'avoir derrière une stratégie de contenu et pas forcément des gros contenus énormes. Parfois, il suffit d'avoir des petits contenus. Par exemple, comme je vous le disais, vous pouvez très bien vous amuser à faire quelques petits graphiques, vous pouvez très bien vous amuser à faire des stories, vous pouvez très bien faire du live. Bref, tous les contenus que je vous ai listés précédemment, eh ben, voilà, vous pouvez les réexploiter pour une stratégie globale qui va vous permettre de pousser un produit ou une gamme de produits. Voilà.
Euh, ce qui est intéressant, c'est également aussi, si vous ne savez pas encore ce que veulent vos clients, c'est faire une étude sur les personas. Par exemple, vous envoyez un petit questionnaire Google Form, par exemple, hein, demandez à vos clients, ou même, comme je disais, via du live, via une story, n'importe quoi, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, comment je peux vous aider, etc. Vous pouvez également utiliser des outils de veille comme SEMrush, Twitter, pour surveiller en fait ce qui se dit, hein, les tendances, parce qu'il y a une nouvelle technologie, il y a un truc qui buzz, etc. Faire du newsjacking, voilà, ça c'est intéressant. Si vous voulez passer à l'action, en fait, moi je vous propose deux choses, hein. La première chose, c'est tout simplement, vous avez mon guide qui s'appelle Un mois pour écrire du contenu qui fait rêver. C'est une mini formation. Ça coûte 7 euros. Ouais, 7 euros pour un bouquin avec, je crois qu'il y a 7-8 heures de vidéo dedans. C'est un petit bouquin vraiment très simple qui va vous donner en fait toutes mes petites techniques pour écrire du contenu, faire un peu de copywriting pour créer du contenu facilement. Donc vous allez sur le site, hein, et vous tapez Un mois pour écrire du contenu qui fait rêver. Donc 7 euros. Vous verrez, vous aurez accès tout de suite aux données. Deuxième chose, en fait, comme j'ai le bouquin que j'ai reçu, il est pas mal finalement. Il y a quelques bonnes petites astuces que vous pouvez aller récupérer. Donc, vous allez sur mon blog et vous cherchez en fait livre blanc Get Image, hein, 5 clés pour une communication visuelle pour attirer et retenir l'attention. C'est un petit peu long, mais vous allez y arriver. Ou alors, vous tapez dans Google 8 stratégies de content marketing à appliquer sur les médias sociaux pour booster sa visibilité. Donc là, vous arrivez sur l'article et vous pourrez relire tranquillement tout ce que je viens vous dire et vous pourrez accéder aux différents liens. Voilà. Bon, merci pour votre attention. Ça fait 59 minutes quasiment qu'on est ensemble là. Si vous avez aimé ce podcast, faites-moi un petit like, faites-moi un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir parce que là je vous passe un peu de temps. J'espère que moi ça m'amuse et ça m'intéresse de vous donner ces petits conseils là. Si vous voulez que je continue à faire ça, il faut tout simplement me motiver. Et vous me motivez comment? En me faisant un petit commentaire en me disant merci Fred, j'ai appris des trucs, ou en faisant, si vous êtes sur iTunes, en faisant 5 étoiles, en disant waouh, merci Fred. C'est comme ça que vous allez me remercier. Plus encore que d'acheter le petit bouquin, faites-moi un petit like sur la vidéo ou un partage, c'est encore mieux. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis si vous avez des sujets qui vous intéressent, hein, mettez-le moi en commentaire. Ce sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo. Allez, à plus. Bye bye.